Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais parler du drooling ou bavage. C'est une opération inconnue, mais on pourrait en avoir besoin. Mes confrères plasticiens ne sont pas non plus très intéressés par cette opération. Je pense qu'il faut s'en occuper parce que ces patients sont généralement introvertis. Leurs familles ne leur permettent pas de sortir de la maison. Ces personnes sont socialement isolées car elles ne sortent jamais de chez eux. Puisqu'ils ne savent pas qu'il existe un remède pour ce problème, ils sont obligés de passer leur vie à la maison sans traitement. Qu'est-ce que le bavage? Maintenant, de temps en temps, je vais consulter mon carnet noir pour ne pas louper aucun détail. Il y a peut-être des choses que je peux oublier. Donc, drooling en anglais signifie débordement ou écoulement. Qu'est-ce que cela signifie en médecine? Si le patient est atteint de syndrome spastique ou s'il souffre d'un dysfonctionnement cognitif, il garde parfois la tête penchée en avant et laisse la bouche ouverte. Et comme le réflexe de déglutition est faible, la salive s'accumule et s'écoule de la bouche. Cela provoque le bavage. Ces patients portent des bavoirs. Le patient a 20 ans, 25 ans, mais il se promène avec un bavoir, il bave constamment de la bouche. Sa famille ne le laisse pas sortir de la maison. Il passe sa vie entière à la maison parce que c'est difficile à prendre en charge. Il a besoin de s'essuyer la bouche tout le temps, il a besoin de changer le bavard tout le temps. Et sa famille ne veut pas le laisser sortir de chez lui parce que sa situation provoque une gêne sociale. C'est comme ça que se passe sa vie. En fait, il existe un remède à cela. Maintenant, le principal problème chez ces patients n'est pas vraiment l'excès de salive. Généralement, la salivation chez ces patients est normale, mais puisqu'ils n'avalent pas à cause de la faiblesse du réflexe de déglutition et parce qu'ils gardent la tête penchée en avant et la bouche ouverte, la salive s'accumule et s'écoule. L'opération effectuée dans ce cas est la suivante. En fait, deux types d'opérations sont effectuées. D'abord, si possible, il faut dévier la salivation vers la cavité nasale, derrière la gorge. C'est ainsi que le patient soit obligé de déglutir, car la sécrétion de salive se fait dans le larynx, et le patient apprend à déglutir. Deuxièmement, bloquer la sécrétion de salive, soit par la ligature des canaux évacuateurs, soit, si possible, par l'ablation de la glande salivaire. Ce processus se décompose de quelques étapes. Il existe différentes techniques de chirurgie qui vont de la plus simple à la plus radicale. Il y a des différents modes de chirurgie. Laquelle de ces techniques allons-nous appliquer chez le patient? Dans ce cas, nous devons voir le patient à ce stade, bien sûr. L'état mental du patient, sa coopération, la quantité de salive sécrétée. Ce sont des facteurs très importants. Nous invitons définitivement le patient à l'examen. Le patient arrive, nous évaluons son degré de coopération. Peut-il tenir sa tête droite ou non? Car après l'opération, même si vous effectuez l'opération la plus radicale, la sécrétion de la salive n'est pas stoppée à 100%. Pourquoi? Parce qu'un peu de salive devrait être dans la bouche, tant pour l'hygiène dentaire et buccale que pour la nutrition. La salive est quelque chose d'essentiel pour l'appareil digestif. Vous ne pouvez pas arrêter complètement la sécrétion salivaire. Si vous le faites, les dents du patient se décomposeront, sa nutrition se détériorera. Il y a 6 glandes salivaires majeures qui sécrètent la salive dans la bouche. De ces 6 glandes salivaires majeures, nous devons en laisser au moins une intacte. Vous pouvez choisir 5 parmi ces 6 glandes, mais l'une des glandes doit rester intacte. La sécrétion de salive ne devrait pas être entièrement inhibée. Même si le patient a subi une intervention chirurgicale pour inhiber la sécrétion de salive, l'une de ces 6 glandes devrait continuer de fonctionner. C'est pourquoi c'est important que le patient soit coopérant après l'opération. S'il a toujours la tête penchée en avant, la bouche ouverte, il y aura encore un écoulement de salive. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que l'écoulement serait complètement arrêté. Les patients et leurs familles doivent apprendre à comprendre cela. Car même avec un peu de salivation après l'opération, si les parents sont incapables d'apprendre à l'enfant à tenir sa tête droite, il revient en disant qu'il y a toujours un écoulement de salive. N'a-t-il pas diminué? S'il a diminué, alors c'est ça qu'on peut faire. Nous devons nécessairement laisser une glande salivaire intacte. Ce que la famille devrait faire, c'est apprendre à l'enfant
à tenir sa tête droite et à garder la bouche fermée. À ce stade, la capacité intellectuelle de l'enfant est importante. Vous pouvez demander aux parents si leur enfant souffre du déficit intellectuel. Mon observation est que l'enfant a bien une déficience intellectuelle. Je n'ai pas besoin de rapport ou quoi que ce soit, ça se voit. Mais la famille dit non, absolument pas. Alors, n'agissez pas avec émotion à ce sujet. Chaque enfant est intelligent dans les yeux de ses parents, d'accord, je comprends. Mais il y a des parents qui disent que leur enfant est sain, pourtant il souffre médicalement du déficit intellectuel. Franchement, c'est n'importe quoi. Je parle à l'enfant, je lui demande de lever les yeux et tout. Il fait des bruits insignifiants, il ne m'accorde même pas d'attention. Il s'agit d'un cas de déficit intellectuel. Mais si vous demandez à la famille, selon eux, leur enfant n'est pas atteint d'une déficience intellectuelle, il va très bien. Tant qu'on fait ça, on ne serait pas capable de faire coopérer ni le patient ni sa famille. Donc, il faut tout à fait être réaliste. S'il y a une déficience intellectuelle, la famille doit savoir qu'à la fin de l'opération, si le patient n'est pas coopérant, il y aura encore un écoulement de salive par la bouche. Nous expliquons cela depuis le début, mais si la famille a du mal à comprendre, s'ils disent que leur enfant est très intelligent et se demandent pourquoi le résultat est mauvais, alors il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'entendre de toute façon. Après tout, la chirurgie a ses limites, parce qu'il faut qu'il y ait un flux de salive dans la bouche pour la nutrition et pour l'hygiène bucco-dentaire, pour la santé des dents, et cela nécessite que le patient tienne sa tête droite et apprenne à avaler sa salive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les 5 autres glandes salivaires? Quelles sont-elles? Tout d'abord, nous essayons de réduire la sécrétion de salive dans le plancher buccal. Comment? Par les glandes salivaires sublinguales. Il y a 2 glandes salivaires situées juste en dessous de la langue. La première chose à faire avec les chirurgies est l'ablation complète de ces glandes salivaires. Les interventions chirurgicales sur la langue sont faciles. Vous pouvez retirer et enlever les glandes salivaires des tissus environnants tout autour, ce qui aboutit à l'inhibition complète de la sécrétion salivaire par ces glandes sublinguales. Il y a 2 glandes salivaires qui sont situées plus profondément. Ce sont les glandes salivaires sous-maxillaires. Celles-ci sont situées juste sous le menton. Leurs canaux déversent la salive près du frein de la langue. 2 interventions chirurgicales peuvent être effectuées sur les canaux des glandes salivaires sous-maxillaires, soit en réalisant une ligature des canaux, et dans ce cas, la sécrétion salivaire sera interrompue. Les glandes salivaires sous-maxillaires peuvent légèrement gonfler, mais elles s'atrophient progressivement. La fonction des glandes salivaires sera arrêtée. La deuxième procédure qui peut être effectuée consiste à faire l'exérèse et à dévier les canaux salivaires vers l'arrière de la langue et sous la membrane muqueuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un tunnel sur le tissu au-dessous de la langue avec des instruments chirurgicaux. Vous passez ce canal salivaire à travers ce tunnel et le sortez de l'arrière de la langue, puis le suturez. En d'autres termes, le canal déverse la sécrétion de la glande derrière la langue au lieu de la déverser sous langue. Et le patient sera obligé de déglutir cette salive qui s'accumule vers la cavité nasale. Et puisque la salive s'écoule vers la cavité nasale, le patient doit apprendre à déglutir. Ce sont les 2 opérations sur les glandes salivaires. Et puis, il y a les glandes parotides situées en avant des oreilles. Ce sont les grosses glandes salivaires à droite et à gauche. La tuméfaction de ces glandes est parmi les symptômes des oreillons, par exemple. La technique effectuée sur les canaux des glandes parotides, c'est la plicature de leurs canaux. L'endroit où s'ouvre le canal se trouve très facilement, c'est dans la joue. C'est une structure visible. Vous faites une incision tout au long de ce canal, un peu plus profondément, le relier en 2 ou 3 points et le suturer ensuite. Que se passe-t-il? La sécrétion salivaire de la glande parotide s'arrête. La salive ne s'écoule plus. Pendant un certain temps, cela peut causer de la douleur. La glande parotide peut gonfler. On dirait une parotidite. Il y aura un gonflement devant l'oreille du patient. Puis, progressivement, la pression diminue en raison de la fonction salivaire de la glande. Et elle s'atrophie avec le temps. Donc, vous pouvez également induire l'inhibition de la sécrétion salivaire par cette glande. L'opération la plus radicale qui puisse être effectuée consiste à enlever les glandes salivaires sublinguales, à ligaturer les canaux salivaires sous-maxillaires et à ligaturer d'un seul canal parotidien.
Ainsi, les 5 glandes salivaires ne sécrètent plus de salive. La seule sécrétion salivaire restante chez le patient est suffisante pour l'hygiène buccale et aussi pour la nutrition. Mais cela signifie qu'une partie de la salive s'écoule encore dans la bouche. Nous devons laisser une des 2 glandes parotides intactes. Ici, après l'opération, le patient doit tenir sa tête droite et apprendre à déglutir. Si le déficit intellectuel est grave, si le patient n'est pas coopérant, s'il ne suit pas les instructions, s'il garde la tête penchée vers l'avant et la bouche ouverte, alors le bavage ne s'arrêtera pas. Il sera encore nécessaire de s'essuyer la bouche, il sera encore nécessaire de lui mettre un bavoir, mais pas autant qu'avant, car nous avons arrêté la sécrétion salivaire de 5 des 6 glandes. Il ne reste qu'une seule glande qui produit la salive, alors il n'y aura plus une hypersalivation chez ces patients. C'est soulageant, l'enfant sera capable de sortir de chez lui. En plus de cela, il faut dire que ce serait formidable si l'enfant apprenait également à déglutir et à tenir sa tête droite. Ce serait parfait. Il y a beaucoup de familles qui ont complètement jeté le bavoir après cette opération. Cette opération peut être effectuée chez les enfants, elle peut également être effectuée chez des adultes. Parce que les adultes viennent aussi nous consulter, des patients de 25 ans, 30 ans, ayant le bavoir autour du cou. Il n'y a pas beaucoup de différence. La chirurgie chez les enfants est plus difficile car les canaux évacuateurs sont plus fins. Parfois, ils sont si fins, on dirait des poils. Mais quand même, comme je l'ai dit, la plupart des patients qui nous consultent sont âgés entre 8, 10, 15 ans. Cette opération est interdite chez les bébés de toute façon parce que la sécrétion salivaire dans la bouche chez les bébés est déjà normale, mais disons que le patient atteint l'âge de 5, 6 ans, il souffre de déficit intellectuel, sa tête est toujours penchée en avant et sa bouche est ouverte, ce patient peut subir cette intervention. Parce que le bavage n'est pas dû à son âge, mais plutôt c'est dû à ses problèmes. Le traitement du bavage par la chirurgie peut être envisageable. Après l'opération, le patient passe une nuit à l'hôpital parce qu'il y aura des points de suture sous la langue. Ils auront du mal à se nourrir un peu. Dans tous les cas, les patients consomment des aliments de consistance liquide ou molle pendant 1 jour ou 2 jours. Nous leur recommandons d'utiliser un bain de bouche pendant 5 jours ou peut-être 6 jours. Les points de suture réalisés dans la bouche vont s'éliminer spontanément. Il est également nécessaire de conseiller aux patients de tenir et garder la tête droite pendant 4-5 jours afin que l'œdème soit minime et que les points de suture cicatrisent plus facilement. Comme je l'ai dit, il n'est pas nécessaire de retirer les points de suture. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. Ces patients doivent être conscients que le bavage pourrait être traité par la chirurgie. Ils doivent savoir qu'il s'agit d'un problème traitable. Au fil du temps, je pense que cette chirurgie sera de plus en plus pratiquée car elle a progressivement commencé à être apprise par le public. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou m'envoyer un message. Je répondrai à vos questions dès que possible. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.